170 personnes étaient assises sous des guirlandes lumineuses dans une salle de bal perchée sur une montagne à Park City, dans l'Utah. Les flûtes de champagne captaient la lueur comme de minuscules couchers de soleil emprisonnés. Notre diaporama attendait sur un écran géant, rempli de photos que Dylan et moi avions choisies un mardi soir tranquille, en riant de nos propres coupes de cheveux d'adolescentes embarrassantes. Et puis, Dylan se leva. Il ne tapa pas sur son verre. Il ne sourit pas à la salle. Il prit simplement le microphone comme s'il allait annoncer la météo et dit, aussi calme qu'une salle d'audience. Avant de commencer les discours, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir. La salle commença à changer. Les conversations se turent. Les chaises cessèrent de gratter le sol. Même la musique du groupe s'estompa dans ce genre de silence que l'on ressent juste avant une avalanche. Les gens chuchotaient encore à propos de la scène de la cérémonie quelques heures plus tôt. Comment mes parents s'étaient levés et avaient quitté les lieux comme s'ils partaient d'un film qui les avait ennuyés. Dylan balaya la foule du regard, puis se tourna vers moi. Ses yeux étaient stables, protecteurs, ce genre de stabilité qui dit « Je suis là pour toi, même si ça devient moche ». Vous avez vu les parents de Sophie partir plus tôt aujourd'hui, dit-il. Vous méritez de savoir pourquoi. Mes mains étaient croisées si fort dans mon giron que mes bagues s'enfonçaient dans ma peau. Je n'avais pas pleuré. Je n'avais pas supplié. Je n'avais rien fait de dramatique. On m'avait appris toute ma vie que le drame était ce que faisaient les autres. Ma famille ne faisait pas de drame. Ma famille faisait de la cruauté polie avec une dose de déni. Mais la vérité était que ma gorge brûlait comme si j'avais avalé une allumette enflammée parce que je savais ce qu'il allait faire. Et je savais ce que cela coûterait. Je m'appelle Sophie. J'ai 31 ans. Je travaille comme chef de programme pour une organisation caritative éducative. Subvention, métriques, résultats. Le genre de travail où l'on résout les problèmes en faisant des listes et en construisant des systèmes au lieu de hausser la voix. Je vis dans l'Utah, assez près de la petite chaîne de concessionnaires automobiles de mes parents pour pouvoir m'y rendre en moins d'une heure, assez loin pour pouvoir prétendre que la distance est une frontière. En grandissant, mon frère, Édouard, était le fils et moi, j'étais une lampe, utile, stable, censée continuer à briller sans rien demander. Édouard a 29 ans maintenant. Sports extrêmes, voyages coûteux, ce genre de confiance facile qui vient du fait de savoir que quelqu'un vous rattrapera toujours. Ma mère disait que ce n'était pas du favoritisme, c'était soutenir son esprit. Mon père appelait ça des priorités familiales. Moi, j'appelais ça normal, jusqu'au jour où j'ai réalisé que normal n'était qu'un mot plus joli pour dire dressé. Quand Dylan et moi nous sommes fiancés, nous avons choisi notre date rapidement, non pas impulsivement, mais stratégiquement. Le 21 juin 2025. Le premier week-end où l'été semblait pleinement arriver. Longue journée, air de montagne, une cérémonie sur une terrasse extérieure dans un complexe près de Park City avec une vue si ridicule qu'elle semblait fausse. Nous l'avons réservé un an à l'avance, signé le contrat, payé les dépôts, envoyé les cartons d'invitation. J'ai créé une feuille de calcul qui aurait pu gérer la NASA. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère semblait presque satisfaite. « Oh, c'est une belle date, dit-elle. Le temps sera parfait. » Mon père a dit qu'il aiderait à la planification, ce qui, dans ma famille, était la chose la plus proche d'un câlin. Pendant quelques mois, tout est resté sur la bonne voie. Ma mère m'envoyait des suggestions de prestataires comme si elle était soudainement le genre de femme qui avait un tableau Pinterest. Mon père s'est enquis du stationnement. Édouard s'en fichait, ce qui me semblait une petite grâce. Puis le printemps est arrivé, et avec lui, la fissure dans le verre. Tout a commencé par un appel de ma mère un mardi ordinaire. J'étais à ma table de cuisine, ordinateur portable ouvert, à mi-chemin d'un email sur la distribution des bourses, quand son nom est apparu sur mon écran. Sa voix était enjouée d'une manière qui signifiait toujours qu'elle avait déjà décidé de la réponse à sa question. « Alors » dit-elle comme si nous bavardions. « Édouard a réservé son voyage de ski. » J'ai cligné des yeux. « Nous sommes en avril. »« Et c'est Whistler » dit-elle comme si le mot lui-même devait me faire me lever et applaudir. Whistler Blackcon. Il a eu tout un forfait. Chalet, leçons privées, excursion en hélicoptère. Ça a l'air cher, dis-je prudemment. C'est une chose unique dans une vie, répondit-elle, et j'entendais le sourire dans sa voix. Il a déjà payé. Une pause.
Mon estomac a eu cette sensation de lente chute. Quelles sont les dates? Demanda-t-elle comme si ce n'était rien, comme si elle n'était pas sur le point de faire exploser une année de planification. La semaine du 21 juin. Je n'ai pas répondu assez vite et elle a ajouté plus doucement, peut-être que vous pouvez décaler le mariage. Et voilà. Pas une question, une correction. J'ai fixé mon calendrier mural comme s'il pouvait changer si je regardais assez fort. Maman, nous ne pouvons pas, il y a des contrats. Il a déjà payé, répéta-t-elle, plus insistante maintenant. Et tu sais comme il est difficile d'avoir des réservations comme ça. J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre avec l'absurdité. Les invitations sont envoyées, dis-je. Les dépôts sont payés. Le complexe est réservé. Nous avons planifié ça depuis 1 an. Eh bien, dit-elle, et la chaleur a disparu de sa voix. Tu aurais pu choisir une date qui convenait à tout le monde. J'ai dégluti. Ça convient à tout le monde. Ça ne convient juste pas aux vacances d'Édouard. Son inspiration fut vive. Tu dois toujours faire en sorte que ce soit lui qui ait l'air d'avoir tort. Je ne le fais pas, dis-je, et même à moi-même, ma voix semblait trop contrôlée, trop polie. Mais je ne vais pas déplacer mon mariage pour un voyage de ski. Silence au téléphone. Pas le silence normal de quelqu'un qui réfléchit, mais le silence de quelqu'un qui retient une punition. Puis ma mère dit, « Laisse-moi parler à ton père. » Le prochain appel est arrivé quelques jours plus tard. Mon père ne perdait jamais de temps avec le ton. Il ne s'occupait pas des sentiments. Il rendait des verdicts. La famille passe avant tout, dit-il sans saluer. J'étais à mon bureau au travail, fixant un rapport d'avancement que je ne pouvais soudainement plus lire. C'est mon mariage, répondis-je. Il laissa échapper un souffle lent comme si j'étais une employée têtue. Tu es égoïste. J'ai senti mon pouls dans mes oreilles. Je suis égoïste parce que je ne veux pas reprogrammer un mariage pour des vacances? Ce n'est pas juste des vacances, claqua-t-il. C'est Édouard. Il a déjà payé. Il est excité. Et toi? Sa voix se durcit. Tu veux toujours que les choses soient faites à ta manière. Je voulais dire que je n'avais jamais eu les choses à ma manière. Je voulais énumérer les fois où j'avais cédé, les fois où j'avais avalé ma déception comme un médicament. Mais dans ma famille, discuter était considéré comme un manque de respect. Et les faits n'étaient des faits que s'ils soutenaient la hiérarchie. Alors j'ai dit calmement, je ne change pas la date. Il y eut une pause, et dans cette pause, je pouvais presque entendre son choix de la chose qui ferait le plus mal. Si tu ne changes pas la date, dit-il, peut-être que cela t'apprendra l'humilité. Le mot m'a frappé comme de l'eau froide. Puis il ajouta, ne t'attends pas à ce que nous soyons là. Ma main se resserra autour du téléphone. Je sentis mon visage se figer, comme il le faisait toujours quand quelque chose se brisait en moi et que je devais le garder invisible. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit, s'il te plaît, c'est mon mariage. Je n'ai pas dit, vous êtes mes parents. J'ai juste dit, alors ne venez pas, et j'ai raccroché. Quand je l'ai dit à Dylan ce soir-là, il n'a pas réagi comme ma famille l'aurait attendu. Pas de sermon, pas de « oh, non ». Il a juste écouté, ses sourcils se fronçant de plus en plus à mesure que je parlais. Ils vont vraiment boycotter ton mariage, dit-il lentement. À cause d'un voyage de ski? Ce n'est pas à propos du voyage de ski, dis-je, et je détestais à quel point ma voix semblait fatiguée. C'est à propos du contrôle. La mâchoire de Dylan se contracta. Il est analyste financier. Nombres, documents, modèles. Il n'est pas impressionné par les excuses. Il n'est pas entraîné à accepter, parce que je l'ai dit, comme raison. Édouard a payé pour tout ça, demanda-t-il. Chalet. Truc d'hélicoptère. Ça fait des dizaines de milliers de dollars. Probablement, admis-je, mais il trouvera une solution. Il le fait toujours. Les yeux de Dylan se plissèrent légèrement. Comment? Je haussai les épaules, et ce haussement d'épaules ressemblait à une vie entière de hausser les épaules. Mes parents l'aident. Dylan fixa le plafond un instant, puis revint vers moi. Tu te souviens de ce fonds que ta grand-mère t'a laissé? Je me figeai. Des années auparavant, après la mort de ma grand-mère,
il y avait eu beaucoup de voix d'adultes et de paperasses que je n'étais pas autorisé à toucher. Je me souvenais de ma mère disant presque légèrement, « Grand-mère voulait mettre quelque chose de côté pour toi pour un grand moment de ta vie, mariage, maison, peu importe. » J'avais hoché la tête comme une bonne fille. Je n'avais jamais demandé à voir les relevés parce que dans ma famille, demander à voir des preuves équivalait à accuser quelqu'un de mentir. Je m'en souviens, dis-je prudemment. Dylan ne sourit pas. Sais-tu où il est? Quelque chose en moi se tendit. Mes parents le gèrent. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur les genoux. Sophie, as-tu quelque chose d'écrit? Je le fixai. Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que, dit-il doucement. Tout cela sent mauvais. Dylan ne mène pas d'enquêtes officieuses comme dans les films avec des réunions secrètes et des dossiers dramatiques. Il les mène comme il fait tout, tranquillement, méticuleusement, sans montrer ses cartes. Au cours des 2 semaines suivantes, il me demanda chaque document que j'avais jamais reçu de mes parents concernant les finances, de vieux emails, une lettre scannée d'il y a des années avec les informations d'exécution testamentaire de ma grand-mère. Un formulaire fiscal que j'avais signé sans lire parce que mon père m'avait dit que c'était de routine. Je me sentais ridicule, fouillant dans des fichiers anciens comme si je fouillais dans mon propre passé à la recherche de preuves. Dylan a recherché dans les registres publics. Il a examiné les dépôts de LLC liés au réseau de concessionnaires de mes parents. Il a demandé ce qu'il pouvait légalement demander. Il a appelé les numéros figurant sur les documents et a posé des questions dans ce ton calme et poli qui fait que les gens répondent sans se rendre compte qu'ils révèlent quelque chose. Un soir, il était assis à notre table de cuisine avec son ordinateur portable ouvert et dit « Je l'ai trouvé ». Mon estomac tomba. « Trouvé quoi ?»« Le transfert, dit-il. » Il tourna l'écran vers moi. C'était un document bancaire, propre, officiel, le genre de papier qui se fiche des sentiments. Montant, 68 000 $. Date, quelques mois avant notre mariage. Expéditeur, un compte lié au fonds familial. Destinataire, Édouard. Ligne mémo, quelque chose de fade, presque moqueur. Voyage. Je fixai le document jusqu'à ce que mes yeux deviennent flous. C'était irréel, comme si mon cerveau ne pouvait pas accepter sa forme. Ce n'est pas possible, murmurai-je. La voix de Dylan resta stable. C'est ça. L'air dans la cuisine semblait raréfié, comme un mal d'altitude. Peut-être que c'est juste un prêt. Dylan secoua la tête. Il n'y a aucune structure de remboursement, aucune reconnaissance de dette. Et le compte du fonds, Sophie, il est dans une structure qui était censée être pour toi. Ce n'est même pas subtil. Je pressai le bout de mes doigts contre mes lèvres. Je pensais aux mains de ma grand-mère, tachetées par l'âge, me serrant quand j'étais petite. Je pensais à elle disant, « Tu as une bonne tête. Ne les laisse pas te faire changer d'avis. » Ma gorge se serra. Ils l'ont pris. Les yeux de Dylan ne quittaient pas les miens, et ils le donnèrent à Édouard. J'aurais dû hurler. J'aurais dû conduire jusqu'à la maison de mes parents et exiger des réponses comme une personne dans une vidéo virale. Au lieu de cela, je me suis assise très immobile, comme je le faisais toujours quand j'essayais de ne pas m'effondrer. Dylan tendit la main sur la table et couvrit la mienne. « Il y a autre chose, dit-il. » C'est là qu'il me montra les messages. Pas entre mes parents et Dylan. Il ne les avait jamais contactés. Entre Édouard et mes parents. Un message fit se retourner mon estomac avec une clarté que je ne pouvais pas ignorer. « Prends juste l'argent du fonds de Sophie », avait écrit Édouard. Elle va probablement déplacer le mariage de toute façon. Je fixai les mots, non pas parce qu'ils étaient compliqués, mais parce qu'ils étaient si désinvoltes. Il savait. Il savait que c'était le mien, et il l'avait quand même pris. Le lendemain, j'ai demandé à Édouard de me rencontrer pour un café. Pas chez nos parents. Pas quelque part où il pourrait s'appuyer sur des murs familiers comme une armure. Un petit café à Park City, du genre avec des pâtisseries hors de prix et une vue qui vous fait sentir que vous payez pour l'oxygène. Il est arrivé en retard, lunettes de soleil même si nous étions à l'intérieur. Il m'a embrassé sur la joue comme si tout allait bien. « Quoi de neuf ?» demanda-t-il, consultant déjà son téléphone. Je n'ai pas mâché mes mots. Je n'ai pas adouci la chose. Quelque chose en moi en avait enfin assez de traduire la douleur en politesse.
As-tu pris 68 000 $ du fonds de grand-mère, demandai-je. Il cligna des yeux, puis rit une fois, bref et dédaigneux. Waouh. D'accord, direct sur l'accusation. Ce n'est pas une accusation, dis-je. C'est un transfert bancaire. Il se renversa, son expression se durcissant. Pourquoi fouilles-tu dans des choses que tu ne comprends pas? J'ai failli sourire. Cette phrase, tu ne comprends pas, avait été utilisée sur moi toute ma vie comme une laisse. Je comprends les chiffres, dis-je calmement. Et je comprends la propriété. La mâchoire d'Édouard se contracta. Maman et papa ont dit que c'était bon. Donc, tu savais que c'était le mien, dis-je. Il ricana. C'est un fonds familial. Il était laissé pour moi. Il se pencha en avant, la voix basse, comme s'il partageait un secret. Tu as 31 ans, sauf. Tu as un travail stable. Tu as Dylan. Tu vas bien. J'en avais besoin. Pour un voyage de ski, dis-je. Il roula des yeux. Pour une expérience, pour du réseautage, ou quoi que ce soit. Écoute, pourquoi fais-tu ça? Tu vas vraiment faire exploser la famille pour de l'argent? Pour de l'argent? Pas pour une trahison. Pas pour un vol? Pas pour le fait que mon mariage était pris en otage? Juste pour de l'argent? Je l'observai un instant et réalisai quelque chose qui me glaça. Il n'avait même pas honte. Il était agacé, comme si j'avais égratigné sa voiture. Vas-tu à Whistler? Demandai-je. Il hésita. Juste un éclair. Puis il sourit avec suffisance. Ouais, à moins que tu ne décides d'être raisonnable et de déplacer ton mariage. Je me penchai en arrière, ma colonne vertébrale soudainement droite. Je ne le déplace pas, le sourire d'Édouard se mince. Alors n'attends pas que maman et papa te choisissent plutôt que moi. Voilà encore. La loi familiale. La gravité pointe toujours vers Édouard. J'hochai lentement la tête une fois. D'accord. Il fronça les sourcils. D'accord. Je le regardai dans les yeux. Profite bien de ton voyage. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas menacé. Je n'ai pas supplié. Mais quand je suis sorti de ce café, l'air extérieur semblait différent, plus vif, plus propre, comme si la montagne avait dépouillé quelque chose de faux de ma peau. Ce fut le moment où Dylan et moi avons élaboré le plan. Si mes parents voulaient utiliser mon mariage comme une arme pour m'apprendre l'humilité, très bien. Nous leur donnerions aussi une leçon. Juste pas celle qu'ils attendaient. Nous avons parlé discrètement à un avocat. Nous n'avons pas fait irruption au tribunal. Nous avons rassemblé des faits comme des munitions. Le fonds avait une piste papier. Le transfert avait une documentation. Le message d'Édouard était une preuve d'intention. La gestion de mes parents n'était pas un chèque en blanc. L'avocat a expliqué soigneusement ce qui était possible, lettre de mise en demeure, restitution, fraude potentielle, selon la structure du fonds et l'autorité que mes parents prétendaient avoir. Dylan n'avait pas l'air excité. Il avait l'air concentré, comme s'il alignait des pièces sur un échiquier. « Tu n'es pas obligé de faire ça, me dit-il ce soir-là. » Je fixai le plafond. « Oui, dis-je. Je le dois. Sinon, c'est le reste de ma vie. » Plus nous nous approchions du 21 juin, plus mes parents devenaient silencieux. Plus de conseils de prestataires. Plus de questions sur les plans de table. Juste une distance polie et fragile, comme s'ils avaient déjà décidé que j'étais celle qui les avait trahis. Une semaine avant le mariage, ma mère appela. Sa voix était sirupeuse. « Alors, y as-tu pensé ?»« À quoi ?» demandai-je. « À être flexible, dit-elle, et je pouvais entendre le sourire à nouveau. Celui qui signifiait qu'elle attendait l'obéissance. Édouard a déjà fait ses valises. Il est tellement excité. Je déteste juste que ça devienne. Un truc. Un truc, répétai-je. Ma voix était calme. C'est mon mariage. Elle soupira dramatiquement. Tu prends toujours les choses personnellement. Je laissai le silence s'étirer. Puis elle dit plus doucement, comme si elle m'offrait la miséricorde. Si tu déplaces la date, nous pourrons tous être heureux. J'ai dégluti. Ma gorge était serrée, mais ma voix ne s'est pas brisée.
Je ne le déplace pas. La pause de son côté fut lourde. Puis, elle dit, écoute bien maintenant. Ne sois pas surprise quand les gens cesseront de se plier à tes exigences. J'ai failli rire à nouveau, se plier à mes exigences comme si j'étais celle que tout le monde avait accommodée. D'accord, dis-je, et je raccrochai. Le 21 juin 2025 arriva, lumineux et clair. Le genre de journée de montagne qui ressemble à une carte postale et se sent comme un défi. La terrasse était aménagée avec des chaises blanches et des fleurs pâles qui bougeaient doucement dans la brise. Les montagnes se tenaient derrière nous, indifférentes et énormes. 170 invités prirent place, souriant, s'éventant, ajustant leurs lunettes de soleil. Je regardais des visages que j'aimais, amis, collègues, la famille de Dylan, même quelques cousins de mon côté qui semblaient légèrement nerveux, comme s'ils n'étaient pas sûrs de la version de mes parents qu'ils allaient voir. Quand la musique commença et que je m'avançai dans l'allée, je ne cherchais pas le regard de ma mère au premier rang. Je ne cherchais pas l'approbation de mon père. Je gardais mon regard sur Dylan. Il se tenait là comme s'il ancrait toute la montagne. La cérémonie fut magnifique. Vœux simples, paroles sincères, le genre de moment où l'on sent que le temps s'arrête pour écouter. Et puis, juste au milieu, mon père se leva. Pas discrètement. Il repoussa sa chaise avec un grattement qui fit tourner les têtes. Ma mère se leva aussi, les lèvres pincées en une ligne si serrée qu'elle semblait répéter. La voix de mon père coupa l'air. Nous partons. Un murmure parcourut les invités comme le vent dans l'herbe. Je sentis tous les regards se tourner vers moi. Mon père me regarda comme si j'étais un enfant têtu. Peut-être qu'un jour, dit-il fort, tu comprendras ce que signifie l'humilité. Et puis il sortit. Ma mère le suivit, sans même jeter un regard en arrière. 170 personnes regardèrent mes parents abandonner mon mariage comme s'il s'agissait d'une performance, et ils s'assuraient que tout le monde voit leur sortie. Je n'ai pas pleuré. Mes mains n'ont pas tremblé. Je me suis juste tourné vers Dylan, et il me regarda avec quelque chose de féroce dans les yeux. Nous avons terminé la cérémonie. Nous avons dit « oui ». Nous nous sommes embrassés et le vent de la montagne continua de souffler comme si rien ne s'était passé. À la réception, les gens essayèrent d'agir normalement. Ils nous félicitèrent un peu trop fort. Ils évitaient de mentionner mes parents, de la même manière que les gens évitent de mentionner une plaie ouverte. Je souris. Je remerciai tout le monde. Je dansai. Je fis des photos. Je laissais mon bonheur exister dans la même pièce que l'humiliation parce que je refusais que mes parents dictent le ton de ma journée. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait et guérissait en même temps. Quand le dîner fut servi et que le groupe recommença à s'échauffer, je me dis, peut-être que nous pouvons juste passer à travers ça. Peut-être que nous pouvons garder ça privé. Peut-être que je peux l'avaler comme je le fais toujours. Puis Dylan se leva. Il n'avait pas l'air en colère. Ce serait trop facile à rejeter pour les gens. Il avait l'air composé, chirurgical. Il prit le microphone et la salle, encore agitée par la tension résiduelle du départ, se calma lentement. Avant de commencer les discours, dit-il, il y a quelque chose que tout le monde ici mérite de savoir. Mon cœur tambourina une fois fort. Il continua, vous avez vu les parents de Sophie partir plus tôt aujourd'hui. Vous méritez de savoir pourquoi. Quelqu'un vers le fond bougea sur sa chaise. Un bruit de fourchette contre une assiette et puis s'arrêta, comme si la personne qui la tenait réalisait qu'elle avait fait du bruit au mauvais moment. Dylan hocha la tête vers l'écran. Le diaporama disparut. Un document bancaire apparut à la place, agrandi suffisamment pour que même les personnes aux tables les plus éloignées puissent lire les chiffres. Montant, 68 000 $. Destinataire, Édouard. Mon estomac se serra, mais ma colonne vertébrale resta droite. La voix de Dylan resta stable. Les parents de Sophie n'ont pas boycotté ce mariage à cause d'un voyage de ski. Une inspiration collective parcourut la salle. Ils l'ont boycotté, dit-il, parce que Sophie a refusé de déplacer la date de son mariage pour que son frère puisse toujours partir en voyage. Les gens commencèrent à chuchoter, les têtes se tournèrent, les yeux s'écarquillèrent. Dylan ne laissa pas la situation dégénérer. Il tint la salle comme s'il avait été entraîné pour cela. Ce transfert, dit-il en pointant, provient d'un fonds que la grand-mère de Sophie lui a laissé pour un grand moment de vie. Il laissa les mots résonner. Laissez faire effet.
Des mois avant le mariage, continua-t-il, cet argent a été pris et envoyé à Édouard. On n'entendait plus rien, même pas le groupe. Même pas le cliquetis des verres. 170 personnes assises dans un silence qui ressemble à de la pression. Puis Dylan passa à la diapositive suivante. Une capture d'écran d'un message. Les mots d'Édouard, noir sur blanc, avec ce genre de cruauté désinvolte qui vous fait froid dans le dos. Prends juste l'argent du fonds de Sophie, lisait-on. Elle va probablement déplacer le mariage de toute façon. Quelqu'un près du devant laissa échapper un son doux et involontaire, mi-halètement, mi-rire d'incrédulité. Je restai très immobile. Mes mains étaient froides. La voix de Dylan s'adoucit juste un peu lorsqu'il dit « Sophie n'a pas supplié. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas essayé de forcer qui que ce soit à rester. Elle a simplement refusé d'être intimidée pour renoncer à la date de son propre mariage. » Il fit une pause, ses yeux balayant la salle. Et aujourd'hui, quand ses parents sont partis et lui ont dit que c'était pour lui apprendre l'humilité, ce qu'il faisait en réalité, c'était protéger un mensonge. Je le sentis alors, le moment où la salle est passée d'une sympathie maladroite à quelque chose de plus vif. Les gens ne regardaient plus seulement un drame. Ils voyaient un vol, une manipulation, une vie entière condensée en un petit message moche. Mes joues chauffèrent, non pas de honte, mais de quelque chose d'autre. L'exposition, comme la lumière du soleil sur une ecchymose. Dylan baissa légèrement le microphone et me regarda. « Sophie, dit-il doucement, mais la salle était si silencieuse que tout le monde l'entendit. Tu n'as plus à porter ça seule. » C'est là que les larmes vinrent. Pas fortes, pas désordonnées, mais soudaines et chaudes, comme si mon corps attendait la permission. Je les essuyai rapidement, presque agacé contre moi-même. Et puis je riais doucement parce que bien sûr, je ne pleurais que lorsque mon mari se lèverait et ferait ce que toute ma famille m'avait appris à ne pas faire pendant des décennies, dire la vérité à voix haute. La suite n'était pas cinématographique. C'était pratique. Une semaine avant le mariage, notre avocat avait rédigé la lettre de mise en demeure. Elle était déjà prête à être envoyée. Le matin après la réception, alors que mon bouquet se fana dans un verre d'eau sur la commode de l'hôtel, et que mes pieds me faisaient encore mal à force de danser, Dylan appuya sur envoyer. Nous n'avons rien posté en ligne. Nous n'avons pas crié. Nous n'avons pas donné à mes parents la satisfaction d'appeler cela du drame. Nous avons laissé le papier faire ce qu'il sait faire de mieux. Clouer les mensonges au mur. Mes parents ont appelé. Bien sûr. Ma mère a laissé des messages vocaux où elle avait l'air de passer une audition pour la sainteté. « Comment as-tu pu nous humilier comme ça ?» pleura-t-elle. Devant tout le monde. Le message de mon père était plus froid. « Tu te crois malin ? Tu crois que tu as gagné ? » Édouard m'a envoyé un SMS. 3 mots. « Tu es folle ?» Je fixai mon téléphone, puis tapai en retour « Non, je suis éveillé. » L'argent est revenu par morceaux. Pas immédiatement, pas gracieusement. Il y eut des menaces, des accusations, des culpabilisations déguisées en inquiétude. Ma mère disait, « Tu es en train de déchirer cette famille. » Mon père disait, « Tu regretteras de nous avoir humiliés. » Édouard disait, « Tu dois toujours tout gâcher. » Je n'ai discuté avec aucun d'eux. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas essayé de leur faire comprendre parce que voici ce que j'ai appris trop tard, les gens qui bénéficient d'un malentendu, vous ne les ferez jamais soudainement écouter. L'accord de restitution a été signé. Le fonds a été restructuré pour que mes parents ne puissent plus y toucher. Mon avocat s'est assuré que la paperasse est du mordant. Et puis j'ai fait la chose la plus difficile, la plus intelligente, la chose qui ressemblait à sauter d'une falaise et à découvrir un sol solide. J'ai arrêté de les courir après. Je n'ai pas appelé pour apaiser la fierté blessée de ma mère. Je ne me suis pas excusé pour les conséquences de mon père. Je n'ai pas essayé de me réconcilier avec Édouard comme s'il venait de faire une erreur. J'ai laissé le silence être une frontière plutôt qu'une punition. Quelques mois plus tard, j'ai croisé un cousin à l'épicerie. Il a hésité comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de me parler. Puis il a dit presque timidement, « J'étais à ton mariage. » J'ai hoché la tête. Il a dégluti. Je ne savais pas pour la façon dont il te traitait. Pas vraiment. Pas comme ça. J'ai pensé à l'écran lumineux dans cette salle de bal où 170 personnes voyaient enfin ce que j'avais passé ma vie à avaler.
Moi non plus, dis-je honnêtement. Pas avant de l'avoir vu écrit. Certains jours, j'entends encore la voix de mon père dans ma tête, t'apprendre l'humilité, comme s'il me donnait une leçon de vie. Mais la leçon n'était pas celle qu'il pensait. L'humilité n'est pas de laisser les gens prendre ce que vous avez pour maintenir la paix. L'humilité, c'est réaliser qu'on peut être aimé sans se faire petit. C'est comprendre qu'être calme ne signifie pas être conciliant. Et si quelqu'un ne peut vous supporter que lorsque vous vous pliez, il ne vous a jamais aimé. Il aimait juste la forme que vous preniez lorsque vous restiez silencieux. Dylan et moi avons toujours nos photos de mariage. La terrasse, les montagnes, la lumière du soleil. Sur une photo, on peut voir le moment exact où les chaises de mes parents sont vides au premier rang. Les gens demandent parfois si cela a gâché mon jour de mariage. Je leur dis la vérité. Mes parents ont essayé de transformer mon mariage en punition. Ils ont essayé de m'apprendre l'humilité en partant. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est me donner quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une ligne claire entre qui j'étais et qui ils voulaient que je sois. Et quand mon mari s'est levé dans cette salle de réception et que la salle s'est tue, ce n'était pas de l'humiliation que j'ai ressentie. C'était du soulagement. Parce que pour la première fois de ma vie, je n'étais pas la seule à détenir la vérité.